Quand même. Attendez. Même pendant les vacances, vous allez pas me laisser tranquille. Bon bah. Générique. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à tous les êtres humains présents sur cette chaîne. Nous sommes aujourd'hui donc actuellement à la fin de l'année, nous sommes le 27 décembre. Et donc, qui dit fin d'année, dit compte rendu cinéma, compte rendu série. Et donc, j'ai tout simplement décidé, tout comme l'an dernier, de faire un flop film et également un top film. Alors, cette année, je n'ai été que j'ai été moins d'une vingtaine de fois au cinéma, ce qui fait que je ne peux pas faire un top 10 et un flop 10. Donc, je ferai un top 10, c'est une vidéo qui sortira soit aujourd'hui, soit demain, et également un flop 10. Et donc, actuellement, dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous êtes dans le flop 10. Le flop 5, pardon, le flop 5. Et donc, je vais vous parler de 5 films qui ont été, pour moi, ce qu'on appelle couramment une purge, un moment de douleur au niveau de l'intestin, au niveau des yeux également. Donc voilà, on va parler de 5 films qui sont parmi ce qui s'est fait de pire cette année. Alors je sais qu'il y a plein de films que j'aurais dû aller voir, plein de films qui sont passés au Festival de Cannes, La Palme d'Or, Mascarade notamment, Morbius, enfin voilà, plein de films que j'aurais dû aller voir que je n'ai pas vu parce que je n'avais tout simplement pas envie, ou que je n'avais pas l'argent, ou pas le temps, enfin bref, voilà. Mais commençons sans plus tarder avec le top 5. Alors, l'année du requin réalisé par les frères Boukerma. Alors, pourquoi pas? Pourquoi ce film? Moi j'y allais en me disant, pourquoi pas? J'avais, je dirais pas forcément ultra apprécié leur premier film Teddy, mais je trouvais que c'était un film qui avait des idées de mise en scène, qui avait une identité visuelle très forte, et je me disais pourquoi pas un film de requin à Arcachon avec Marina Foïs, Jean-Pascal Zadi, Cadmeral. Je me dis why not, ça peut être pas mal. Et en fait, le problème, et c'est la critique qui a été majoritairement donnée au film, c'est que le film ne sait jamais sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une comédie horrifique assez sympathique, très bien filmée, parce que la mise en scène est très sympathique, et en même temps, on a un message plus ou moins écologique, un film plus ou moins psychologique, et en même temps, un film de monstre assez gore, assez violent. Enfin voilà, en fait, on ne sait pas, le film ne sait pas dans quel genre il est, et surtout, le véritable problème, qui est pour moi, à mon sens, le problème numéro un, c'est que c'est Les Dents de la Mer. Et c'est même pas en mode je m'inspire des Dents de la Mer parce que c'est un film sublime, un grand film du cinéma. Non, c'est du plagiat, mais pratiquement au plan pour plan. Donc bah c'est un film qui est très mauvais sur pratiquement tous ses points, si ce n'est sa mise en scène et sa lumière qui est, je trouve, assez exceptionnelle. Marina Foïs est en dessous de tout ce qu'elle peut faire en termes de jeu. Jean-Pascal Zadi, c'est pareil. L'écriture des personnages est quand même très 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 molle. Enfin, c'est un film qui lance des pistes, mais qui s'arrête au début. Vous voyez, c'est comme si... En fait, ce film, c'est un peu comme si on avait fait un film sur Iron Man, mais juste Iron Man 1, et après on arrête. Donc c'est bien, mais non. Donc, donc l'année du requin, pour moi, c'était un non. C'était un non, c'était nul. Enfin voilà. Et puis alors là, on va passer au top 4, et là, on va commencer à s'amuser. Alors. Top flop 4, pardon. Don't Worry Darling, réalisé par Olivia Wilde. Alors, bien entendu, je pense que pour pratiquement chacun des films que je vais citer dans ces vidéos, j'ai fait une vidéo ou alors j'en ai parlé vite fait dans une de mes vidéos. Donc, Don't Worry Darling, j'ai fait une vidéo dessus. Alors, Don't Worry Darling. Florence Pugh, pro Olivia Wilde,
Je me dis esthétique années 50, film d'enquête, un peu à la The Truman Show, un peu à la Matrix, un peu un truc de simulation, c'est pas trop ce qui se passe, un film thriller, je me dis, waouh, let's go. En plus, il y a Nick Kroll, il y a, il y a Chris Pine, je me dis, putain, il y a Gemma Chan, je me dis, waouh, il y a un petit casting qui m'intéresse, le scénario, je me dis, pourquoi pas, je vois la bande-annonce, je vois des plans, je me dis, putain, c'est bien éclairé, il y a une petite mise en scène et tout, et en fait, c'est du caca. Ou tout simplement, c'est parce que tout comme l'année du requin, si t'enlèves l'esthétique années 50 qui donne une certaine teinte, une certaine identité à l'image, le film n'a rien du tout. Alors Florence Pugh tente à elle seule de sauver le film. euh, et je dirais qu'elle joue extrêmement bien, mais de toute façon, cette femme est parfaite. D'ailleurs, big up à Aliénor, hein, avec qui j'ai vu ce film, et on a bien rigolé. Parce qu'il y a des scènes qui n'ont rien à voir. Mais rien à voir, hein. Genre, des fois, t'as des scènes de fesses comme ça, des gens qui baisent, et t'es en mode, bah, alors oui, pourquoi pas, j'adore, mais quel est l'intérêt dans le film? Aucun. Voilà. Harry Styles, alors, attention aux haters. Harry Styles, moi, déjà, j'aimais pas trop ses chansons. Je peux comprendre qu'on aime, mais c'est juste un style qui, moi, ne me correspond pas. Mais qu'il reste dans la chanson. Parce que je vais même pas me relancer sur les éternels parce que sinon on y est jusqu'à demain matin. Mais alors entre les éternels et ça, bah, c'est-à-dire qu'il joue mal en fait, hein. Enfin, je veux dire, je suis en école d'acteur de théâtre et de cinéma. Je ne dis pas que je joue extrêmement bien non plus. Je suis pas DiCaprio, mais je sais plus ou moins reconnaître quand quelqu'un joue juste. Il joue tout le temps sur la même ligne. Il n'a pas d'émotion. Donc c'est un véritable problème. Donc, et puis alors le coup de la simulation, parce que, ah oui, alors attention, je vais spoiler les films, hein. En fait, Harry Styles est en couple avec Florence Pugh dans la vie réelle, et il participe à une simulation parce que sa femme est médecin, donc sa femme sauve des vies, mais du coup il peut plus baiser avec sa femme, il passe plus du temps avec elle. Et du coup il décide de la mettre de force dans une simulation. C'est le truc le plus machiste que j'ai vu dans un film, je pense. C'est ignoblissime de faire ça. Genre, le mec pourrait se dire, putain, ma femme, elle est médecin, elle sauve des vies et tout, putain, trop bien. Ok, d'accord, bon, il passe moins de temps avec elle, mais de là à la foutre de force dans une simulation, je me dis non. Donc non, dans Tori Darling, c'est un non. C'est un non définitif, c'est un non total. C'est nul, c'est zéro, il y a pratiquement pas d'idée. Le jeu est en dessous de tout ce que les acteurs peuvent faire. Parce que moi d'habitude j'aime plutôt bien Chris Pine, mais alors là tout le monde est mal, tout le monde est mal dirigé. Parce que des fois on a tendance à croire que certains acteurs sont mauvais. Par exemple, je sais pas, les gens disent beaucoup que Nicolas Cage est un mauvais acteur. Non, Nicolas Cage est un bon acteur quand il est bien dirigé, tout simplement. Tout comme Gad Elmaleh par exemple, ou Kev Adams. Je suis persuadé que Kev Adams est un bon acteur quand il est bien dirigé. Le fait est que dans ce film, personne n'a été dirigé, mais bon, Florence Pugh est... Ça c'est mon bébé, ça je l'adore, elle est sublime, elle est magnifique, donc elle tente de porter à elle seule le film, sauf que bah ça ne marche pas en fait. Et puis alors, ne me lancez même pas sur le scandale du film entre Olivia Wilde et Harry Styles, puisque je vais tout simplement m'énerver, je vais frapper des trucs. Donc, bref, Don't Worry Darling, c'est de la merde. Regardez-le si vous voulez vous faire votre propre avis, mais c'est pas très bien. Oh, là, on rentre dans le flop 3, les amis. Et alors là, on va rigoler. Là, on va s'amuser. En flop 3, j'ai décidé de mettre Black Adam, réalisé par Jaume Collet-Serra. Alors, Black Adam. Black Adam, en fait, j'ai hésité à le mettre dans le flop, parce que, alors c'est un film de merde, hein, ça nous sommes pratiquement tous, tout le monde est d'accord là-dessus, surtout avec les embriglios qu'il y a eu et les embrouilles qu'il y a eu là avec DC Studios en ce moment. Mais le fait est que, ben, en fait, Black Adam est un nanar. Donc Black Adam est un film de merde, c'est-à-dire que le montage, les effets spéciaux, les personnages, la mise en scène, les plans, le scénario, les acteurs, enfin, il y a pratiquement rien qui y a de bien. Mais putain, qu'est-ce que c'est con, mais qu'est-ce que c'est con.
Et c'est fun à regarder en fait. Black Adam, quand il sera sur Canal+, je le reverrai parce qu'en fait c'est hilarant. C'est-à-dire de voir tout simplement les gros muscles de Dwayne Johnson qui arrivent dans DC Comics en disant ouais moi je vais tout péter et je fais revenir Superman Henry Cavill et on va aller défoncer tout le monde et la Justice League je vais la reformer. Mais tu n'es pas le président de DC Studios, The Rock. Alors, vraiment, non, en fait. Donc, déjà, le principe de base du film, à savoir que Dwayne Johnson est quasiment au contrôle du film, parce que c'est lui qui a choisi le scénariste, c'est lui qui s'est donné le premier rôle, c'est lui qui a choisi le réalisateur, c'est lui qui a choisi les acteurs, les personnages. Je suis désolé, hein, mais en termes de personnages, alors autant Doctor Fate et Hawkman, alors déjà c'est imprononçable. Bon, pourquoi pas, c'est des personnages assez connus qui peuvent fédérer un peu de gens. Mais Cyclone et Atom Smasher, sans déconner, vous aviez pas mieux dans votre écurie de super-héros de seconde zone? Non? Vous aviez pas genre des, je ne sais pas moi, Beast Boy, Starfire, Robin, Nightwing, enfin bref. Tout ça pour dire que Black Adam est une sorte de putain de délire à 200 millions de pépettes qui n'a absolument aucune idée visuelle. Les effets spéciaux sont dégueulasses et le plagiat est absolument, mais absolument gigantesque envers Marvel. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, Atom Smasher, c'est Ant-Man, Doctor Fate, ils reprennent pratiquement les mêmes scènes que dans Infinity War avec Doctor Strange. Pratiquement, c'est le même truc. Et puis alors Hawkman, ça fait un peu penser au Faucon dans Marvel, mais on dira rien parce que voilà. Mais sans déconner les gars, merde. Moi, Black Adam, c'est un personnage que je dirais pas que je kiffe de ouf malade ce personnage, mais je l'apprécie en tout cas. Je me dis, il y avait un truc à faire avec ce personnage. Et alors surtout, le fait de nous dire, ouais, c'est un méchant parce que en fait, il tue les méchants et il tue des gens, Black Adam. Oui, mais c'est un anti-héros, c'est pas un méchant alors. Parce que durant tout le film, Dwayne Johnson, tout ce qu'il fait, c'est tuer les terroristes. Alors, c'est considéré comme un crime, ok, mais ce n'est pas un méchant, du coup, c'est juste un anti-héros qui sauve un peuple. Enfin. Et puis le coup de vouloir mettre The Rock en le personnage le plus puissant de DC Comics. Black Adam n'est pas le personnage le plus puissant de DC Comics, et les connaisseurs le savent. Il est très loin de l'être même. Hein. Donc, non, non, clairement, c'est non. C'est pas validé, Black Adam. Après, c'était très drôle, hein, ceci dit, je me suis marré. Mais c'est de la chiasse, voilà. C'est du caca, c'est zéro. C'est zéro pointé. Donc voilà. Alors, nous sommes donc au flop de... Et j'ai décidé de mettre Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, qui a été une séance de cinéma, mais catastrophique. C'est-à-dire que de la création du film jusqu'au visionnage, il n'y a absolument rien de bien dans ce film. Mais quand je vous dis rien, c'est qu'il n'y a rien. Si, je me trompe. La scène d'introduction avec l'espèce de petite biche là qui peut voir le futur, on va dire que c'était assez poétique, c'était plutôt pas dégueu. Donc voilà, je dirais que les 10 premières minutes du film sont à sauver. C'est pas mal. Il y a une intro qui est poétique, qui est dans l'esprit de Norbert Dragono, donc pourquoi pas. Mais alors le reste. Non mais alors déjà, on va parler autour du film. Le fait que tous les studios aient lynché Johnny Depp, je trouve ça quand même assez... Voilà, bon, ils veulent se préserver. Mais alors, en 3 films, on a eu 3 acteurs pour le même personnage. Les gars, je suis désolé. Et alors là, je vais encore me faire jaser dans les chaumières, mais dans ce troisième film, Grindelwald, donc Gellert Grindelwald, est donc incarné par Mads Mikkelsen. Et Mads Mikkelsen est souvent, en tout cas dans le cinéma américain, habitué aux méchants. Il a notamment joué le chiffre dans James Bond, dans Casino Royale, et il a également joué Caecilius dans Doctor Strange. Oui, sauf que Doctor Strange est un putain de film, et qui joue un putain de méchant.
Là, il n'a aucune identité, il n'a aucun jeu, il n'a le texte est parmi ce que j'ai vu de plus ignoble en termes de texte, de dialogue de cinéma. Je suis désolé, mais quand en Amérique, t'as des Scorsese et des Spielberg qui te délivrent des textes d'une beauté absolument incroyable, et qu'à côté, t'as des studios qui on a l'impression que c'est fait par une intelligence artificielle. Le scénario n'a aucun sens. Ils vont en Amérique pour voir des semi-nazis magiques, et ensuite ils retournent dans un autre pays pour aller voir Norbert Dragonov, et puis il y a son frère, puis il y a Dumbledore qui combat Croyance, qui est en fait son neveu parce que c'est le fils de son frère. Bah putain. Et puis alors, oui, Dumbledore est gay, ok, pourquoi pas, il est gay avec Grindelwald, bon, pourquoi pas, c'est peut-être l'une des seules idées intéressantes du film, mais c'est pas exploité les frérots. Et puis alors le coup le pacte de sang, il est brisé par un sortilège magique, je suis sceptique. Franchement, je suis sceptique. Donc, non, ça a été douloureux. J'étais avec mon pote Mehdi. Et lui, il adore Harry Potter, et moi aussi j'adore Harry Potter, mais lui, il a vraiment kiffé ce film. C'est-à-dire que Les Animaux Fantastiques, ça fait Les Animaux Fantastiques 1, un film avec des défauts, mais sympathique. Les Animaux Fantastiques 2, un film avec beaucoup de défauts, mais il y a Johnny Depp. Et là, c'est une sorte de caca, une sorte de bouillasse, de bouillabaisse de merde, voilà. Je ne vois pas comment le dire d'autre. C'est nul de nul de nul. Alors, on n'est pas au niveau non plus d'un Dune ou des Éternels, parce que il se passe des trucs dans le film, mais c'est des trucs de merde. Donc c'est non. C'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Et alors là, on arrive au flop 1. Au film que j'ai le plus détesté de cette année, que j'ai à tel point qu'il m'était sorti de la tête, qu'il m'était tout simplement, je l'avais oublié, mon esprit avait voulu l'effacer. C'est donc Menteur de Olivier Barou. Alors Menteur, comment vous expliquer ça? Est-ce que vous voyez le film Menteur Menteur avec Jim Carrey, qui est un très bon film parce que Jim Carrey, qui est bien réalisé, qui est bien écrit, bien joué, eh bien vous enlevez toutes les qualités du film, vous avez Menteur. Vous avez Tarek Boudali qui est la bande à Fifi, moi je n'en peux plus en fait. Vraiment, je vais être très honnête avec vous. En fait, la bande à Fifi, Babysitting 1 et 2, c'était très cool, enfin sur plus le 1 que le 2, c'était assez sympathique, assez drôle et tout. Après, ils ont fait Alibi.com où déjà ça commençait à péter. Et puis alors les films de Tarek Boudali, Épouse-moi mon pote, 30 jours max. Non, non, c'est non. Et alors, ne me lancez même pas sur super-héros malgré lui. Parce que là, j'ai mon cœur qui saigne atrocement. Ah mais oui d'ailleurs. Super-héros malgré lui, alors que j'ai vu sur Canal, je l'ai pas vu au cinéma, mais qui avait sa place en flop 1 aussi. Hein, parce que, en fait, Menteur et Super-héros malgré lui, vous pouvez, vu que c'est des copains qui font les mêmes films, vous pouvez les mettre à la même place. C'est de la merde. C'est des films qui n'ont aucune identité visuelle, qui n'ont aucune mise en scène, ils se contentent juste parce que l'intérêt d'une caméra, d'un éclairage, des longues focales, des courtes focales, d'un obturateur, d'avoir différents modèles de caméra, c'est de créer une image qui a une identité. C'est de filmer en gros plan, en plan américain, de filmer ce qu'on appelle la mise en scène. C'est pour que votre image, votre plan ait un sens, ou alors tout simplement une beauté. Parce que on en parlera dans le top, mais par exemple, un film comme The Batman, il y a des plans qui n'ont pas forcément de sens, mais qui sont visuellement sublimissimes. Ben là, c'est l'inverse exact. Il n'y a aucun plan de bien. Le scénario est parmi ce que j'ai vu de plus con, mais de plus con au monde. Et il y a des scénarios qui sont cons, mais cons intelligemment. Vous voyez ce que je veux dire? Les comédies américaines, genre les films de Seth Rogen, c'est des films qui sont cons, mais c'est des films qui sont bien joués et qui sont écrits de façon intelligente. Enfin bref, je me comprends. Donc ouais, Menteur, c'est pas, et puis c'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est 1 heure et demie de film. Hein. Il y a une blague qui m'a fait rire, une seule blague sur 1 heure et demie de film. Je pense que même devant Dune, j'ai plus ri. Bon, après Dune, c'était de la merde. Oui, oui j'aime bien remettre un petit coup sur Dune, comme ça il y a les haters qui s'énervent, c'est toujours un vrai plaisir. Donc ouais, non, Menteur d'Olivier Barou, je sais pas ce qu'il fait Olivier Barou, hein. Parce qu'il a fait les tuches 1, tu te dis, oh, c'est sympa les tuches, moi j'aime plutôt bien, je me dis, ça m'a fait rire, je vous mentirai en disant que je n'aime pas les tuches. Voilà, je vois les tuches 2 et 3, je me dis,
bah oui, bon, allez, ça tire un peu sur la corde, mais c'est toujours drôle. Les Tuches 4 commence à faire mal un petit peu, hein. Ce qui est con, c'est que dans les années 90, 2000, même 70, si on remonte à l'époque des bronzés, on avait des comédies françaises dont on parle encore aujourd'hui. Les Visiteurs, Les Bronzés, Les Inconnus, Les Trois Frères, même les films des nuls, La Cité de la Peur, Didier, Mission Cléopâtre, qui est pour moi, et puis même les OSS. Je suis désolé, mais quand tu vois que je crois que c'est 2005-2006, les OSS, enfin le premier OSS 77, et que 15 ans plus tard tu as ça, et les films de la bande à Fifi, merde, enfin les. euh, comment dire, la comédie française est en perdition. C'est pour ça que moi j'attends ce Astérix avec le Astérix de Canet avec très grande impatience. Parce que je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être à chier? Est-ce que c'est juste un film où il y a que des stars? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc la comédie française, pour moi, est en train de s'auto-détruire elle-même tant que des producteurs seront je vais pas dire bêtes, mais assez fous pour produire des films comme ça, qui sont mauvais en plus. Parce qu'en plus, dans ce film, il y a Artus, et moi j'adore Artus. Et il y a Bertrand Huskla et Pauline Clément de la chaîne Brute. Mais eux, ils sont super quand ils font des vidéos sur Facebook, sur les réseaux. C'est hilarant ce qu'ils font. Mais là, c'est nul en fait. Donc moi, j'ai un vrai problème avec ça. Mais donc je dis vive le cinéma. Mais putain, 2023, les gars, la comédie française, réveillez-vous quoi. Ah non, c'est vrai. On a Alibi.com 2 et la suite de 30 jours max. Vive le cinéma français. Hein. Heureusement, on a 37 films Marvel et 14 séries, donc ça compense un peu. Allez, on se retrouve pour le top film bientôt. Hein.